Sunday Night Production. Pour beaucoup d'entraîneurs, la pratique de la musculation est indissociable à toute prépa marathon digne de ce nom. En effet, elle nous permet d'éviter les blessures, mais aussi et surtout d'optimiser notre résistance musculaire, d'optimiser notre vitesse, notre endurance et notre économie de course. Mais comment l'intégrer efficacement à notre plan d'entraînement et surtout, quelles sont les erreurs à éviter et les leviers d'optimisation à privilégier? Alors si vous voulez savoir comment se muscler quand on est un coureur, restez avec nous, nous allons vous aider. Dans la tête d'un coureur et Salomon vous présente Les Experts, un programme 100% dédié à votre réussite dans la course sur route. Nutritionniste, kinésithérapeute ou encore coach sportif et mental, bénéficiez de l'expertise d'une équipe de pros pour mettre toutes les chances de votre côté et dépasser vos objectifs. Bonne écoute! Bienvenue dans Les Experts, votre programme dédié à votre réussite en course à pied, et grâce à cette émission, vous allez bénéficier des compétences d'une équipe de professionnels du sport pour vous accompagner dans la préparation de vos marathons et semi-marathons. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'un de nos experts qui est certainement le plus habitué du podcast puisqu'il s'agit de Frédéric Bellouze, responsable fond et demi-fond au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien et merci de l'invitation. Fred, pour toutes celles et ceux qui commencent un petit peu à te connaître, ils savent à quel point tu attaches une importance toute particulière au renforcement musculaire et de manière même plus générale à la PPG, à la préparation physique. D'ailleurs, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie PPG ? C'est vrai que c'est un mot qu'on entend partout, mais ça correspond à quoi la PPG ? Alors, la PPG, c'est l'acronyme de la préparation physique générale qui se décline également en PPS, préparation physique spécifique. Et globalement, ça renvoie à tous les exercices de musculation et de renforcement pour un coureur à pied, une coureuse à pied. Alors, tu es assez passionné par cette question-là, puisque même si tu es entraîneur de course à pied, tu as passé plusieurs examens, brevets, je ne sais pas comment on dit. Diplôme, j'ai un DU de préparateur physique. Voilà, des diplômes autour de préparation physique. Tu penses qu'elle est même essentielle quand on pratique la course à pied, et en particulier la course de fond, comme le semi-marathon, le marathon, voire même l'ultra-distance. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un élément indispensable presque de la préparation d'un coureur à pied ou d'une coureuse à pied ? Tout simplement Guillaume, parce que la musculation constitue une pratique aux bénéfices multiples et souvent insoupçonnée pour le coureur et la coureuse. Elle contribue évidemment à la prévention des blessures, c'est souvent ce qui est mis en avant, mais pas uniquement et loin de là d'ailleurs. La musculation, elle permet d'améliorer son économie de course, sa capacité anaérobie, son seuil, sa force maximale, son endurance, sa vitesse maximale, et elle permet de réduire la fatigabilité musculaire. Donc on voit que les bénéfices vont bien au-delà de la simple prévention des blessures et ont un impact direct sur les résultats, sur la performance du coureur. C'est vrai, en t'écoutant, j'ai l'impression que la musculation, ça nous permet d'optimiser chaque aspect de la course à pied, de l'endurance, jusqu'à la vitesse, jusqu'à l'économie de course. Donc c'est vraiment quelque chose de très global et qui est utile pour tout. D'où pourquoi, selon toi, elle est indispensable. Pourtant, quand on regarde dans les faits, on va pas se mentir, Fred, la plupart des coureurs et des coureuses à pied en pratiquent très très peu. Au-delà peut-être des 5 minutes de gainage, 2 fois par semaine et quelques abdos-pompes. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même peu de coureurs dans la réalité. On va sortir un peu du meilleur des mondes, et dans la réalité, il y a quand même peu de coureurs qui en font. Pourquoi, à ton avis, finalement, il y a si peu de coureurs à pied qui pratiquent la muscu avec tous les bénéfices que tu nous annonces ? Alors, je pense qu'il y a 2 points essentiels qui expliquent cela. Le premier, c'est le manque de connaissances en la matière des coureurs et des coureuses, évidemment, j'allais le dire, mais également de l'encadrement. Je vais te prendre mon exemple. J'ai tous mes diplômes d'entraîneur au niveau de la Fédération française d'athlétisme. J'ai mon brevet d'état d'athlétisme et dans aucun de ces 2 cursus, j'ai abordé la question du renforcement musculaire du coureur, ou alors juste la PPG, vite fait, faire la chaise, faire des fentes, ce type de choses, très concrètement. Et j'ai dû passer un DU de préparateur physique à part entière pour pouvoir maîtriser les différents apports de cette discipline-là. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs un argument souvent évoqué, il y a le manque de temps et l'athlète qui doit trancher va quasi systématiquement, à tort je dirais, le faire en faveur de la course.
Et on a un dernier élément qui est la peur de la prise de masse, parce que lorsqu'on parle musculation, on pense à tort, là également on y reviendra, prise de masse. Dans un sport en plus où la chasse au kilo prend parfois des proportions démesurées et excessives, alors qu'il n'y a très concrètement aucun risque de se transformer en bodybuilder. Et ça, je pense que j'en suis la preuve éclatante parce que je fais 1 à 2 séances de renforcement musculaire par semaine et les gens qui me croisent vous diront bien que je n'ai rien d'un gabarit très très impressionnant. Justement, tu parles de 1 à 2 séances de musculation par semaine. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que, par exemple, si on se contente de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu 5-10 minutes de gainage, quelques abdos-pompes, est-ce que ça suffit de faire ça ou quand même il faut aller à la salle et en faire un peu plus selon toi ? Est-ce que c'est mieux que rien ou ça a peu d'impact finalement si on se contente de ça ? Alors, je dirais toujours que c'est mieux que rien parce que ce qu'on fait en plus est toujours ça de prix. Après, dans l'idéal, je conseillerais au moins de faire 1 séance de renforcement par semaine. Et quand je dis faire une séance, c'est une séance de 1 heure à 1 heure et demie. Voilà, quitte à rogner sur une sortie en endurance, sur une sortie spécifique, mais vraiment d'intégrer ça à votre entraînement parce qu'on la mode est au sport croisé et beaucoup se tournent vers le vélo notamment, mais le premier sport et le plus complémentaire à la pratique de la course à pied, c'est la pratique de la musculation, le renforcement musculaire dans des séances dédiées, pas simplement les 5 minutes d'abdos-gainage en fin de séance, qui sont toujours très utiles, mais que vous pouvez faire en plus de votre séance hebdomadaire de musculation. Bon, encore faut-il avoir les bonnes informations, mais justement, Fred, avec les experts, nous avons souhaité proposer un contenu pratique et didactique. Et je crois savoir qu'en termes de musculation, toi, tu as établi 7 éléments, 7 règles à respecter pour bien se lancer dans cette pratique de la musculation. Tu les qualifies même de fondamentaux. C'est selon toi vraiment les 7 fondamentaux que tu vas nous présenter. Alors, on va faire cette émission en 2 parties puisque on essaye d'avoir un format qui soit court avec les experts. C'est un peu la promesse de ce programme pour que ce soit le plus pédagogique possible, surtout sur des sujets qui sont un petit peu techniques comme la musculation. Voilà, il faut quand même qu'on puisse digérer les informations. Donc toi, tu as établi 7 éléments. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces fondamentaux ? Avec plaisir, Guillaume. J'ai effectivement établi 7 fondamentaux. Alors, je le dis tout de suite, c'est un parti pris personnel et j'estime que si on n'appréhende pas correctement ces 7 éléments, on n'est pas en capacité de réaliser une séance de musculation optimisée pour la course à pied. On pourrait toujours en rajouter un 8e, un 9e, un 10e. On pourrait faire une liste longue comme le bras. Et à un moment, voilà, j'ai un certain âge, tu le rappelles souvent dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Donc moi, je suis un nostalgique des 7 mercenaires, ce fameux film. Il y a aussi les 7 péchés capitaux. Donc le chiffre 7 me semblait un bon chiffre pour pouvoir un peu capitaliser ce que je pourrais appeler vraiment les choses à absolument connaître et maîtriser et avoir l'esprit lorsqu'on construit une séance de musculation. Tout simplement. Fred, avant de parler du premier fondamental, j'aimerais quand même que tu nous rassures sur un point, puisqu'on a tous et toutes des morphologies différentes quand on fait de la course à pied. Et c'est vrai que quelquefois, on va pas se mentir, le gabarit type des coureurs à pied, c'est pas forcément celui quelqu'un qui pratique la musculation. Moi, à titre personnel, par exemple, je sais qu'en musculation, c'est pas vraiment ma zone de confort et j'ai mes compétences qui sont assez limitées. Est-ce que tu penses que tout le monde, si par exemple on est très mince, si par exemple on a une masse musculaire qu'on pense être quand même assez rudimentaire, est-ce que tu penses vraiment que tout le monde s'est adapté à tout le monde style de pratique et c'est à la portée surtout de tous et toutes ? Alors, oui, définitivement oui, c'est à la portée de tous et quel que soit votre gabarit en fait, parce que ce que tu dis renvoie à l'idée que la musculation, c'est obligatoirement la prise de masse. À un moment, j'en parlerai notamment dans ces 7 fondamentaux. Moi, je dirais, prenez en exemple les athlètes internationaux, les plus grands coureurs, et je vais prendre quelqu'un qui a une morphologie très particulière, Mo Farah. On peut pas dire qu'il soit vraiment bâti comme un bodybuilder. C'est un athlète qui fait à minimum 3 séances de musculation par semaine, mais orientées course à pied, et on voit qu'il n'y a pas d'impact. Donc la morphologie, que vous soyez mince, que vous soyez moins mince, elle ne vous empêche pas de faire de la musculation parce que celle-ci est vraiment orientée par rapport à votre pratique sportive, et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Eh ben écoute Fred, je te propose qu'on commence sans plus attendre ces 7 fondamentaux. Quel est le toute première règle
principe, si je ne m'abuse. Alors, avant de te répondre, j'insisterai sur le fait que pour moi, il n'y a pas, entre guillemets, un numéro 1 et un numéro 7 classés par ordre d'importance. Ce sont des fondamentaux, comme je les nomme, et donc tous ont vraiment la même importance. Maintenant, voilà, il a fallu donner un numéro 1 et un numéro 7. Et le numéro 1, pour moi, c'est la position du bassin. On le sait, hein, lorsqu'on s'intéresse un peu à l'anatomie, antéversion et rétroversion sont les deux positions extrêmes du positionnement du bassin et celle-ci n'est pas sans conséquence. L'antéversion, pour parler plus concrètement, correspond à la position du bassin lorsque celui-ci bascule en arrière. Au final, cette posture peut être assimilée à une cambrure excessive au niveau lombaire. C'est souvent quand on dit qu'on est cambré, on est en antéversion. L'alignement naturel de la colonne vertébrale n'est alors plus assuré. Et du coup, il y a des conséquences très concrètes au niveau des tensions musculo-tendineuses, notamment au niveau du psoas, et articulaires au niveau des vertèbres. Et ainsi positionné, le corps se retrouve dans une situation de tension inadaptée. Et la position de rétroversion correspond, elle, à une bascule du bassin vers l'avant. Et là, l'alignement de la colonne vertébrale est respecté. Alors, quand je dis alignement de la colonne vertébrale, ça ne veut pas dire colonne vertébrale droite, parce que la colonne vertébrale a des courbures et la bonne position est celle qui respecte les courbures de la colonne vertébrale. Et du coup, dans cette situation de rétroversion, le bon alignement des chaînes garantit une transmission efficiente entre ces blocs des flux nerveux musculaires, améliorant donc la qualité d'exécution et de coordination des exercices réalisés. Donc l'idée, c'est d'avoir une position en rétroversion. Effectivement, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est vrai que la position du bassin conditionne la posture globale d'un individu. Ça, c'est très important. Fred, quel est le numéro 2 ? Enfin, le numéro 2, non, puisque tu nous expliquais qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Du coup, quel est le suivant fondamental ? Alors, le fondamental suivant, c'est qu'un muscle se contracte, ça tout le monde le sait, mais un muscle ne se contracte pas toujours de la même manière et ça, peut-être qu'on le sait un peu moins. Il existe ce qu'on appelle 3 régimes ou 3 manières pour le muscle de se contracter. Le premier régime de contraction musculaire est le régime dit concentrique. En fait, la contraction musculaire entraîne un raccourcissement des fibres musculaires et donc un rapprochement des segments qu'elle relie, des articulations qu'elle relie. Il y a la contraction musculaire excentrique. Là, la contraction musculaire entraîne un allongement des fibres musculaires et donc un éloignement des segments qu'elle relie. C'est certainement l'aspect qu'on appréhende le moins facilement. Et la contraction musculaire dite isométrique, la contraction musculaire n'entraîne aucune modification de la longueur des fibres musculaires. Suivant le cycle d'entraînement dans lequel vous vous situez, selon les spécificités de votre discipline ou de l'épreuve préparée, l'athlète pourra avoir intérêt à travailler plus spécifiquement le travail concentrique de tel groupe musculaire ou l'excentrique de tel autre groupe musculaire. Par exemple, je vais prendre un exemple concret pour que ça parle à tout le monde. Les courses impliquant de fortes descentes et donc un travail des quadriceps qui amortissent d'autant plus chaque foulée nécessiteront de la part du coureur un travail excentrique accru par rapport à ce que nécessitera la préparation d'un 10 000 mètres sur piste. Et les trailers et les traileuses connaissent tout particulièrement cette problématique puisqu'ils ont des courses avec des dénivelés très importants. Et à cet égard, sont certainement bien plus attentifs au régime de contraction musculaire lors des exercices de musculation que l'ensemble des autres coureurs. Et à ce propos, ayez bien à l'esprit qu'un muscle ou un groupe musculaire, quel qu'il soit, est toujours plus fort en contraction excentrique par rapport au concentrique tout simplement. Je vais vous prendre un exemple très rapide. Par exemple, si vous faites cet exercice assez classique de musculation du biceps où vous remontez la main vers l'épaule, si vous avez une charge très lourde, vous serez certainement en capacité de retenir la descente lorsque le bras se tendra. Mais par contre, pour remonter, vous n'y arriverez pas. Un muscle excentrique est toujours plus puissant et il en va ainsi de tous les groupes musculaires du corps.
Du coup, Fred, si j'ai bien compris, si on pratique du 1500 mètres, si on pratique du trail, si on pratique du marathon, si on pratique du 10 km, il y a une manière différente de se muscler, de pratiquer certains exercices, c'est ça? Évidemment, puisque les contraintes musculaires ne seront pas les mêmes entre une course sur piste, je prenais l'exemple où tout est plat et presque, j'allais dire on tourne en rond, pas totalement puisqu'il y a quand même des lignes droites sur une piste d'athlétisme, et un trail avec un fort dénivelé, les contraintes ne seront pas du tout les mêmes sur les groupes musculaires, notamment au niveau des jambes, et donc il faudra les préparer de manière différente, tout simplement. Effectivement, et d'ailleurs, les amoureux du trail, ça donne généralement assez souvent à la musculation. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. On aura l'occasion dans un prochain épisode de parler des spécificités de la préparation trail. Aujourd'hui, on est dans les experts. Les experts, c'est plutôt une émission dédiée au marathon, mais voilà, je vais pas m'étendre plus puisqu'on n'est qu'à deux fondamentaux actuellement et qu'on en a encore quelques-uns. Donc du coup, quel est le suivant? Alors le troisième élément fondamental, même si j'ai dit que je donnais pas de classement, mais je dis quand même le chiffre pour savoir où on est le placement de la respiration. Bouche fermée, yeux révulsés, cou gonflé, veines gonflées et apparentes prêtes à éclater. Je pense que cette image est assez classique dans une salle de musculation et accompagne systématiquement tout effort de pousser ou de soulever qui sont réalisés en apnée et je pense que ça vous parle. Plus précisément, en blocage de respiration plus que de l'apnée. L'image qui est très répandue est associée à une efficacité accrue de mouvement, à une force déployée supplémentaire à l'effort. Mais malheureusement, et là ça a quand même été étudié, bloquer la respiration n'influe pas positivement sur la capacité de prise de charge. L'idée, c'est d'avoir le maintien d'une respiration normale qui est donc à privilégier lors des exercices de musculation. Cette notion est d'autant plus importante que la course à pied, alors peut-être à l'exception, on va dire, du demi-fond court, 800 mètres, 1500 mètres, est un effort aérobie. Donc votre pratique nécessite de l'apport d'oxygène et vos muscles doivent donc fonctionner dans un continuum similaire lors d'efforts visant à l'amélioration de la pratique de base. Et cette pratique de base, pour vous, c'est la course à pied. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt à bloquer sa respiration et en plus vous êtes dans une pratique qui a besoin d'oxygène. Donc même lors d'activités annexes, privilégiez toujours des pratiques en relation avec votre pratique centrale. Et j'irai même plus loin. Normalement, la respiration s'organise de la manière suivante. Inspiration au moment du relâchement et expiration au moment de la contraction, pour prendre un exercice que tout le monde connaît en musculation, par exemple le squat. Lorsque vous descendez, vous inspirez, et lorsque vous remontez, lorsque vous poussez et que les quadriceps et les fessiers se contractent, vous expirez tout simplement. Effectivement, la respiration, c'est essentiel. Et d'ailleurs, on avait fait un épisode dans le podcast, je m'en souviens, il y a quelques mois de cela. Je le mettrai, le lien d'ailleurs de cet épisode en description si cela vous intéresse. Fred, on arrive à la fin de cette première partie. Quels sont selon toi les éléments clés à retenir de ce début d'échange déjà extrêmement intéressant? Alors pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que la musculation est vraiment importante pour le coureur à pied au-delà de la prévention des blessures, car elle va permettre d'améliorer tout un ensemble d'indicateurs qui vont de l'économie de course au seuil à l'endurance et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus performant et que vous gagnerez toujours à faire une séance de musculation à la place d'une sortie spécifique ou même d'une sortie en endurance. Si à un moment vous devez trancher, ne le négligez pas. C'est entendu, Fred. On va parler de quoi dans la deuxième partie? Est-ce que tu peux nous faire un petit teaser de ce qui nous attend? Alors, le seul teaser que je vais pouvoir faire, c'est qu'on va voir les 4 derniers fondamentaux qui vont vous permettre de mener à bien une séance de musculation. Je n'en dis pas plus. Ah, tu tiens le suspense. Eh bien, écoute, Fred, rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode des Experts. À très vite. À très vite. À très vite. Merci à toi. Cette émission vous a été proposée par Salomon, votre expert running de la montagne à la ville.